What's up guys, Mishka aka Guts MMA, on est back, cette fois-ci pour un recap de UFC Vegas 119. On avait Manel Kape versus Kyoji Horiguchi, le rematch, donc leur deuxième affrontement. Cool card, j'ai fini de regarder les combats que j'avais manqués ce matin. Donc des fun fights, des gros upsets, des surprises. On va entrer dans les détails de tout cela dans un instant. Juste avant de débuter, les résultats là, cette semaine pour ma part. Donc overall, plus 2,56 unités. Bon résultat, je suis content dans le positif. On a passé bien près d'avoir une plus grosse soirée, mais je ne peux pas me plaindre. Pour les Patreons, dans le regular tier, on parle de plus 4,56 unités, donc encore mieux. C'est au niveau du fantasy là, que ça a coûté 2 unités de mon côté. Donc, let's go, on est bien content des résultats. Puis, sans plus tarder, on commence là, le betting recap. Premier combat en ouverture de carte, on avait Shane Collins versus Otari Tanzilovi. Le pick c'était Collins et le bet également. Donc j'avais quand même un pari considérable sur lui à moins 186 de mémoire. Donc 2,8 unités straight sur son moneyline. Puis on a vu juste, là, je me doutais que même si c'était short notice pour lui, pour Otari également, qu'il avait un meilleur process, je pense qu'il est rendu un petit peu plus à un niveau élevé comparativement à Otari, qui a quand même donné du fil à retordre au premier round. Je m'en doutais, là, très rapide, très explosif, early dans le combat. Puis on en a eu là, la preuve. Je ne suis pas tout à fait en accord avec le 30-27. Je pense qu'Otari a gagné le premier round, du moins de mon point de vue. Mais il a slow down là, considérablement, tandis que Shane Collins, il a un pace beaucoup plus lisse au fil des 3 rounds. J'ai été surpris par contre que Otari ait autant de succès avec la lutte. Je veux dire, oui, il y a 5 takedowns, mais il n'a pas fait grand-chose de significatif avec, il faut le mentionner. Shane Collins, très bon get-up game, difficile à contrôler. Quelques sub-attempts également, vous voyez, à 3. Finalement, ça impose sur la carte des juges. Le bon gagnant a été nommé, mais le 30-27, par contre, pas tout à fait en accord de mon point de vue. Next, on avait Carol Rosa versus Luana Santos. Le pick, c'était Carol, mais j'avais aucune action sur ce combat-là. Je trouvais que c'était beaucoup trop volatile. Fight go to decision, je pense que c'est un bon parlay piece. Je ne l'ai pas utilisé cette semaine, mais c'est un angle qu'on avait mentionné là, dans le breakdown. Pas vraiment serré. Carol Rosa, on sait, c'est pas la combattante la plus facile à amener au sol. On l'a vu, 2 takedowns sur 10 tentatives, mais une fois sur son dos, là, elle n'a pas un superbe get-up game. Puis on en a eu la preuve une fois de plus. Luana Santos qui contrôle le premier round là, en grande partie. Pas de temps au sol, par contre, plus dos à la cage. Je me souviens même pas là, si elle a eu un takedown au premier round. Actually, on va aller vérifier. Je ne vais pas dire n'importe quoi. Donc, 2 takedowns au total. Le premier, vous voyez, un au premier round. Mais encore une fois, la majorité du control time, c'était contre la cage. Deuxième round, Carol Rosa, worst case scénario. Le round commence, elle envoie un kick, elle glisse, elle tombe sur le dos, puis elle se ramasse dans la garde de Santos. Elle a passé le round au complet là. Puis finalement, un peu le même scénario au troisième, là, fini sur son dos, s'est fait contrôler. Fait que props à Santos, écoute, qui bat Carol Rosa, mais pas du tout une performance là, phénoménale. Shabazian Choke Kelly, la prédiction c'était Levan by knockout. Ça a pris 23 secondes, il l'a eu par KO. J'avais un 2-leg parlay fight don't go to decision. Donc on l'a dit sur Instagram hier, c'est sweat free, là, 23 secondes. On aime ça. Leon Shabazian qui n'a pas une très bonne durabilité. Il s'est fait casser à la jambe avec 2 coups de pied. Façon de parler, cassé. Il s'est fait taper au visage, puis ultimement c'est au corps qu'il s'est fait KO. C'était quasiment digne d'un meme là, après ça. On voyait qu'il était couché, il se tenait à la jambe parce qu'il avait vraiment mal au calf. Après ça, une seconde après, il se met en extension, là, il se tient le fouet parce qu'il a mal au corps. Puis après ça, il se fait comme la main sur la tête parce qu'il a mal à la tête. C'est comme en 23 secondes, là, il s'est fait briser de partout. Levan, un bon combattant, mais on n'en a pas appris une tonne sur lui là, au UFC level. On s'entend, il y avait quand même un easy task en face de lui. On avait un autre 3-leg parlay avec Levan knockout, c'était la première leg, qui a caché également. Donc, bon read ici. Next up, on avait Bolaños versus Michael Aswell. Honnêtement, lui, je ne l'avais pas vu venir. Quand même un gros upset, là, Aswell qui était favori à moins 400. À UFC Maison-Blanche, là, ça fait plus jaser. C'est un combat de plus grosse envergure. On parle de Justin Gaethje qui a eu l'upset sur Ilia Topuria. Mais actually, sur cette carte-là, Michael Aswell qui perd sur papier, c'est quasiment un upset aussi gros. Et même qu'il y en a eu un encore plus gros là, plus tard que Ilia versus Gaethje. Donc c'est un peu plus low-key justement, vu que c'est pas du monde qu'on connaît.
mais des grosses surprises tout de même sur la carte. Puis ici, Aswell, à mon avis, il aurait dû passer Gaston Bolaños. J'avais un petit poke, Aswell round 3 et round 2. Puis c'était la deuxième leg là, du parlay avec Levin by knockout. Finalement, il a perdu par décision unanime. Je voyais du monde en ligne qui se plaignait que c'était un robbery, etc. Pour ma part, je peux comprendre que ça a été du côté de Bolaños. Premier round, je pense qu'Aswell dominait jusqu'à la toute fin, où est-ce qu'il s'est fait clipper. Un coup qu'il a visiblement là, ébranlé à la toute fin du round. Puis c'était quand même serré, même si je donnais le petit edge à Aswell. D'après moi, ça l'a tourné là, la vapeur de son côté. Deuxième round, encore une fois, je veux dire, Aswell qui lance plus de coups, oui, mais Bolaños qui envoyait des gros power kicks. J'ai l'impression que c'était ses coups qui avaient le plus d'impact. Il a même réussi un takedown là, sur Aswell, ce qui m'a surpris. Bolaños qui n'a pas du tout un bon ground game. Je me serais attendu à ce qu'Aswell, peut-être le takedown et le contrôle. Mais bref, c'est le seul à blâmer ici. Là. Il a combattu beaucoup trop serré là, pour ce que ça aurait dû être. Il est revenu au round 3 tout de même, là, a infligé beaucoup de dommages visibles. Mais premier, deuxième round, là, de mon point de vue, c'était du côté de Bolaños. Donc, quand même une grosse surprise ici. Michael Aswell, un petit step back, honnêtement, il est encore jeune, mais c'est pas une belle défaite à avoir sur son résumé. Bolaños, ça faisait longtemps qu'il avait vu une win. Écoute, je sais pas qu'est-ce qui va l'attendre pour la suite. Je suis pas super high sur lui, mais il a quand même saisi une belle opportunité ici. Prochain combat, Alan Nascimento versus Mitch Raposo. C'est vrai, j'ai oublié de le regarder, celui-là je viens d'allumer, fait que j'en parlerai pas vraiment. J'avais pas de pari sur ce combat-ci. Je songeais à avoir des actions sur le money line de Alan Nascimento. Finalement, j'ai juste pass. Je trouvais que c'était un combat quand même volatile. Puis on en a eu la preuve, là, vous voyez, split decision. Je pense que Nascimento, de ce que j'ai vu sur les stats, a eu un gros round 3 avec le knockdown. Mais sinon, il ne s'est pas passé énormément de choses. Le Raposo qui a une bonne lutte, difficile à amener au sol. On voit là, Alan Nascimento qui n'a pas eu vraiment de succès avec les takedowns. En fait, pas du tout. Puis au niveau des significant strikes, c'est serré. Donc, un combat que je vais devoir revoir, mais je ne peux pas me prononcer vraiment plus sur celui-là. Reste que Nascimento, c'était le pick. Donc, Raposo qui est allé chercher là, un upset également en tant que underdog. Next up, Bia Mesquita versus Melissa Mullins. J'avais un gros bet quand même sur Bia Mesquita by finish. Un pari de 1.8 là, unité, ce qui est quand même encore une fois considérable. C'était la troisième leg là, avec Levin Knockout et Michael Aswell Moneyline. Donc malheureusement, là, Aswell nous a coûté quand même un 3 points-ish unité de profit supplémentaire. Ici, j'ai vu le résultat, soumission au round 1. Je suis là, ok, easy peasy. J'ai réécouté le combat. Je suis là, oh, ok, ça a été un petit peu plus chalky là, que ce que je pensais. Admettons que j'avais écouté le combat live, je me serais serré les fesses. Le Bia Mesquita qui s'est fait sonner quand même par Melissa Mullins là, au premier round. Son striking, et autant c'est une menace au niveau du ground dans le Jiu-Jitsu department que debout, c'est vraiment un work in progress. Puis elle s'est fait ébranler par Melissa Mullins. Finalement, elle réussit à closer le range, engage le corps à corps, elle se ramasse au sol, mais en dessous. Mais même du bottom, là, Bia Mesquita qui est excessivement dangereuse. Puis on l'a vu, là, aussitôt qu'elle a une petite fenêtre d'opportunité, armbar Melissa Mullins avec tout de même là, une grande facilité. Puis Mullins, je veux dire, elle n'a pas le même niveau de Jiu-Jitsu que Bia Mesquita, mais ça reste une Jiu-Jitsu black belt. Donc de passer au travers de cette façon-là, ça reste tout de même assez impressionnant, du moins là, à mon avis. Fait que Bia Mesquita qui continue son rôle au UFC, 3 wins, 3 finishes. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont lui donner pour la suite dans une division qui n'est pas super deep. Là. Fait que honnêtement, je pense qu'elle a le potentiel d'aller quand même loin. Next up, ça a été le gros upset. André Lima qui était favori à moins 650. Donc sur papier, là, un upset encore plus gros là, que Ilya versus Gaethje la semaine dernière. Je donnais pas cher de la peau de Kevin Borjas, honnêtement. Finalement, André Lima qui a vraiment sous-performé. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que Kevin Borjas est exceptionnel? Non, je crois pas plus. Il a dû courir 5 km à force de move all around the cage. Mais André Lima, on dirait qu'il avait juste pas de réponse. Il a mis la pression du début à la fin. Mais il n'y avait pas de output, il n'y avait pas d'offensive. On dirait qu'il était hésitant. Il avait peut-être peur des comptes de Kevin Borjas. Il s'est fait clipper solide à la fin du premier round. Un peu à l'image du combat de Aswell un peu plus tôt. J'ai réécouté le combat ce matin. Je donnais le premier round à Lima jusqu'à la toute fin où est-ce qu'il s'est fait counter puis ébranler. Kevin Borjas qui a réussi à voler le round.
Mais on dirait qu'après ça, il n'a jamais réussi vraiment à s'adapter. Puis à partir de sa game, il avançait, il envoyait des kicks isolés, mais c'était Kevin Borges qui travaillait en combinaison puis qui touchait avec les coups là, qui ont le plus d'impact, notamment des enchaînements au corps, donc des 2, 3, 4-piece combos de temps à autre, tandis que Lima, c'était juste des shots isolés. Fait que pour de vrai, là, performance assez pénible de sa part, qui va avoir sa première défaite contre un combattant que je ne rate pas du tout. Fait que vraiment un bad look, un bad bet aussi. J'avais du André Lima by finish, André Lima by knockout. Donc après avoir vu le combat, c'était un mauvais pari. Là. Vraiment, là, je pense que même s'il se rebattent, probablement, tu sais, Lima, il est jeune, il va faire des ajustements, là, mais c'était vraiment pas un good look. Même chose, j'avais besoin de son fantasy score dans le fantasy tier. Ça aurait été un swing massif s'il l'avait eu. Finalement, la piètre performance de sa part et ça m'a coûté quand même là, un gros profit potentiel là, ici. Écoutez, c'est all on me là, pour avoir banké autant sur un jeune prospect de la sorte. Mais oui, ça a été une grosse surprise là, de mon côté. André Lima qui s'incline face à Kevin Borjas. Next up, Vinicius Oliveira versus André Fili. Fun fight, honnêtement. J'avais une unité sur André Fili à plus 235. C'était pas un mauvais bet. Je veux dire, oui, il a perdu, il s'est fait finir au deuxième. Mais il a eu ses chances, puis c'était compétitif, là, early, dans le sens où, oui, premier round, il s'est fait piece up la jambe, notamment. Puis je pense que c'est ça là, qui a vraiment ouvert les opportunités plus tard pour Vinicius. Mais Vinicius Oliveira qui se blesse au pied ou à la jambe avec les checks de Fili au premier round. André Fili qui le pince avec des left kicks au foie back-to-back. Oliveira qui grimace de douleur, qui back up. André Fili qui ne réussit pas à capitaliser et à finir Oliveira. Mais tout de même, il a gagné le premier round puis il a eu des bonnes chances là, tout de même là, dans ce combat-ci. Puis au deuxième, je ne sais pas si c'est le fait de ne pas l'avoir fini, etc. Mais je pense également que c'est les calf kicks qui ont commencé à payer. On a vu André Fili là, qui était vraiment moins mobile. Il se laissait emprisonner contre la cage, cible statique. Puis Vinicius Oliveira qui commence à ouvrir la machine. Autant les kicks de Fili étaient efficaces que Vinicius ne respectait pas vraiment sa boxe. Là. Il entrait dans le pocket les mains basses puis il swingait des hammers. Puis au deuxième round, on a vraiment vu la vapeur là, changer de côté. Là. Fili qui a commencé à se faire piece up petit à petit. Puis l'image est très représentative, là, il est rouge au complet. Il s'est fait piece up aux jambes, au corps, au visage. Fait que beau bounce back de Vinicius Oliveira. Puis honnêtement, je n'étais pas convaincu de sa transition chez les 145 livres. Vu que c'était sa première fois contre un vet, je trouvais que c'était peut-être des odds un peu enflés, entre guillemets. Puis il turns out que finalement, il a bien performé, puis il lookait quand même good là, à ce poids-ci. Fait qu'on a eu des réponses là, du côté de Vinicius Oliveira. Puis je pense que la catégorie de poids suivante va lui faire mieux là, que chez les 135 livres, clairement. Next, Melsik Bagdasaryan versus Murtazali Magomedov. On avait le combat qui ne va pas à la décision. C'était le combiné avec Leven en début de carte. Leven Chokeli, don't go to decision. Fait qu'on a gagné notre two-leg parlay. 1 minute 17 twisters, super impressionnant. Melsik qui n'a pas un super grand game. On le sait autant, il est dangereux debout que son seul ish. Tout de même content là, que Murtazali ait décidé d'engager dans le grappling assez rapidement. Ça aurait été joué avec le feu, rester là, debout contre Melsik. Puis c'est quelque chose qui me faisait douter. J'étais pas sûr. Il aime striker, là, on l'a vu sur la scène régionale. Fait que j'étais comme, il va-tu essayer de take down Melsik ou non? Finalement, il l'a fait. Puis Twister, super impressionnant. Bonus de performance exceptionnel. Fait que rien de plus à dire sur ce combat-ci. Melsik qui ne s'était pas battu depuis longtemps, qui est banged up. Je pense pas qu'il va avoir beaucoup plus de succès au UFC level. Ça me fait penser, petit retour sur le dernier combat. Quelque chose qui m'a surpris par contre du côté de André Fili, c'est qu'il n'a pas vraiment utilisé sa lutte. J'aurais aimé ça le voir wrestler Vinicius Oliveira. Même au premier round, tant qu'à diminuer son output une fois qu'il l'a blessé au corps, à la jambe, en profiter peut-être pour le mettre au sol, le faire travailler, essayer de drainer sa gas tank. Il a shooté un seul takedown late dans le deuxième round quand il était super blessé. Fait que ça, j'ai trouvé ça quand même effi du côté de André Fili. J'aurais aimé ça le voir là, shooter plus de takedown dans le combat contre Vinicius. Donc voilà, désolé pour le petit throwback. On continue de monter. Christian Rodriguez versus Aider Hamil. Le pick c'était Rodriguez. On avait un bet, c'était Christian Rodriguez, inside the distance or no action. Qu'est-ce que ça signifie? C'est que si Rodriguez gagnait par finish, notre bet était gagnant.
Si Hyder Amil gagnait par finish, notre bet était perdant. Et si le combat à la décision, ben, il nous rembourse. Donc, on perd pas, on gagne pas. Le raisonnement derrière, ben, C-Rod qui est très, très, très durable. C'est jamais fait finir là, en carrière là, de mémoire. Là. Puis, tout de même dangereux. Là. On l'a vu autant son striking que son jiu. Tout de même une menace très complète. Puis du côté de Amil, autant que c'est une machine offensive, que j'ai des gros doutes sur sa défense depuis longtemps. Puis on l'a vu, le Christian Rodriguez qui touchait à souhait. Je pense qu'il a touché avec 4 head kicks en 3 minutes 43. Le dernier qui n'a pas pardonné, knockdown Amil, puis aussitôt qu'Amil essaie de scramble up, saisit le coup, puis l'endort. Super belle performance de sa part. Christian Rodriguez qui est encore jeune, qui a du potentiel dans la division. Comparativement à Amil, 35, 36 ans, tout le monde disait qu'il était super durable, c'était une de ses grandes forces. Puis là, ben, il s'est fait knocker 2 fois là, au UFC level, fait que pas convaincu là, de son côté, malheureusement. Demi-finale, Ion Cutelaba. Et Ion, je sais pas si je le prononce comme il faut, contre Navajo Sterling. Je trouvais les odds un peu grosses. J'ai pas bêté Ion Cutelaba straight, mais j'avais un poke par soumission à plus 1100. Puis honnêtement, c'était un excellent bet, là, Ion Cutelaba, qui a eu sa chance, passé proche là, de sécuriser la guillotine. En première ronde, c'était très très serré. Là. On l'a vu, on voyait qu'il squeezait, puis Navajo finalement qui a été patient, qui a fait les bonnes choses. Il s'est pas fait avoir, fait que props à lui, mais c'était tout de même un bon bet à mon avis, là, à plus 1100, là, qui représente des infimes probabilités. Ion Cutelaba qui a eu du succès avec les takedowns, le control. Mais au deuxième round, on l'a vu, là, on dirait qu'il a flat gas out, mais aussi avant qu'il quitte, parce que ça avait vraiment l'air d'une situation où il a abandonné, il n'y avait plus rien. Navajo qui a placé un ou deux, je ne me souviens plus, là, des très gros coups de genoux au corps. Fait que je pense que ça l'a peut-être affecté Cutelaba plus que ce qu'on croit. Puis c'était un léger instant avant que Ion réussisse à avoir le takedown, qu'il se fasse reverse et qu'il se fasse TKO. Fait que je pense que ça a eu plus d'impact que ce qu'on croyait. Mais bref, c'était pas c'était pas un beau visuel là, de sa part, la séquence où il s'est fait terminer. C'est dur de backer un gars comme Cutelaba parce qu'il est très inconstant. Puis du côté de Sterling, pour vrai, c'était quand même un bon test qu'il y avait. C'était un bon step-up en compétition qui a relevé avec brio. Fait que très content pour lui, même si j'avais des petits doutes là, de mon côté. Fait que voilà pour la demi-finale. Puis c'est ce qui nous amène au dernier combat. Manel Kape contre Kyoji. Le rematch, la revanche. Ma prédiction, c'était Manel Kape. J'anticipais le finish. Comment je voyais ça, on dit souvent de cette façon-là. Là. Kyoji, le minute winner versus Manel Kape, le moment winner. Donc, je me doutais que Kyoji allait look good, qu'il allait probablement outstrike Manel Kape. C'était ma prédiction. Également parce que Kyoji, c'est un maître dans l'art de toucher sans se faire toucher. Son in-and-out movement, c'est pas une cible facile à catch, mais Manel Kape, il est tellement puissant pour la division, puis il a fait énormément de progrès depuis leur premier affrontement il y a 9 ans. Je me doutais que s'il catchait Kyoji, il allait le mettre dans l'eau chaude. Kyoji, justement, qui s'est fait knocker plusieurs fois en carrière, puis tu sais, même son dernier combat contre Amir Albazi, je pense qu'il a reçu 15 coups significatifs en 15 minutes. Puis il y a un coup qui l'a droppé sur ses fesses puis qui a fait perdre l'équilibre. Fait que Manel Kape, c'est un striker beaucoup plus haut niveau qu'un Amir Albazi. Je me disais que s'il catchait, ce serait peut-être pas good pour Horiguchi. Puis on l'a vu, là, même si le chum Kyoji il lookait good early, ça l'a pris un gros counter pour qu'il se fasse knockdown. Puis le gros ground and pound pour terminer. Fait que belle performance de Manel Kape qui venge sa défaite contre Kyoji. Dommage parce que je l'aime beaucoup, là. Horiguchi, j'aurais aimé ça qu'il l'emporte, mais comme j'ai mentionné dans le breakdown, j'ai parié ici avec ma tête et non mon cœur. On avait un gros bet à plus 750, donc des odds assez massifs. On y avait un profit boost de 30% également. Donc il fallait que Manel Kape gagne par finish, mais Kyoji Horiguchi plus de coups significatifs. Donc excellent play, honnêtement, c'est un de mes paris préférés là, de l'année en cours qui se termine bientôt. Fait que très content du dénouement de la soirée. Puis ça nous a mis dans le positif là, pour la suite. Fait que that's it, guys. Nous autres, on se reparle pour UFC Baku samedi matin. On a Raphaël Fizaev qui va affronter Manuel Torres. Les recherches ont commencé. Je vous envoie un peu de feedback puis c'est quoi mes prédictions dès que c'est fait. Fait que là-dessus, guys, je vous souhaite une belle semaine. Peace out.